Est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai 51 ans, j'habite en Essonne. Je travaille dans un laboratoire de recherche qui est situé sur le plateau de Saclay. Actuellement, j'ai 3 grandes activités. La première activité, c'est des recherches sur le climat, c'est mon métier en fait. La deuxième activité, c'est évaluer l'état des connaissances et le transmettre aux différents pays, et notamment par des rapports qui sont faits par des scientifiques de différentes régions du monde. Je fais aussi partie d'un conseil qui est chargé d'examiner ce que la France fait par rapport au climat et faire des recommandations donc au gouvernement français. Voilà, les 3 grandes activités. Vous-même, vous êtes paléoclimatologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi cela consiste? Paléo, ça veut dire le passé. Et climatologue, c'est l'étude du climat. Donc ça veut dire, en fait, j'étudie les climats passés. En fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'on étudie le climat? On a des satellites qui observent la Terre depuis l'espace. On a des réseaux d'instruments, par exemple des stations météo, des bouées en fait, automatiques dans l'océan, qui nous renseignent sur l'état de l'océan, en surface et puis en profondeur, comme des petits robots qui plongent et qui remontent. Ça, c'est aujourd'hui. Mais avant qu'on ait tout ce système de mesure, qu'est-ce qu'on avait? On a des archives historiques. Donc il y a parfois des individus qui notaient le temps qu'ils faisaient. Et puis on a des archives naturelles. Donc en permanence, vous ne le voyez pas, mais en permanence, l'état du climat, ça s'imprime. Ça s'imprime dans les anneaux que font les arbres chaque année. Ça s'imprime dans les petits organismes qui vivent dans les lacs ou dans les mers et qui tombent, leur squelette tombe après, au fond. Et dans la vase, on va trouver des vestiges de ça, qui ont une information sur l'état du climat cette année. Et on va le trouver aussi dans les grottes. Dans les grottes, en fait, il y a des stalagmites, des stalactites, vous avez peut-être déjà vu ça. Et en fait, en analysant, c'est de l'eau en fait qui s'est chargée d'impuretés, puis ensuite qui forme ces concrétions. Donc en les analysant, il y a aussi une mémoire du climat. Et moi, j'ai travaillé plutôt sur le volet arbre et sur le volet glace. Donc chaque année, quand il neige, en montagne ou dans les régions polaires, la neige, elle piège une information sur le climat au moment où il a neigé. Et après, quand il fait froid et que la neige s'accumule année après année, en allant en profondeur, avec des tubes qu'on appelle des carottiers, on peut sortir des morceaux de neige puis de glace très anciens, les remonter en surface et ensuite analyser l'évolution du climat dans cette région au cours du temps. Et même dans la glace, il y a un truc encore mieux. Donc, vous savez, quand vous marchez, vous avez déjà marché sur de la neige. Donc quand on marche sur la neige, ça fait un bruit en fait de crissement. C'est parce qu'en fait, ça emprisonne de l'air. Ça tasse l'air qui est présent dans la neige quand on appuie dessus. Donc dans les régions polaires, quand la neige tombe, petit à petit, en fait, elle emprisonne des bulles qui contiennent de l'air ancien. Et donc on connaît aussi, en analysant ces bulles, la composition de l'atmosphère dans le passé. Combien de gaz à effet de serre naturellement étaient présents. Et ça nous permet d'ailleurs de voir à quel point nos activités ont complètement perturbé ça. Donc paléoclimatologue, ça veut dire connaître et comprendre les variations passées du climat. Dans votre quotidien, que mettez-vous en place pour réduire votre empreinte carbone? D'abord, je la mesure. Il y a un petit site en fait qui est pas mal fait de l'ADEME qui s'appelle Nos gestes climat et qui permet en fait avec vos factures en gros de voir à peu près combien vous émettez de gaz à effet de serre. Et ça dépend de la manière dont on se chauffe, de la manière dont on se déplace, de ce qu'on mange, des services publics aussi. Et donc moi ce que je fais c'est que je le mesure pour moi et ma famille, donc à peu près tous les ans. Et puis après, on regarde ce sur quoi on veut agir, éventuellement de l'épargne qu'on a, de ce qu'on a envie de faire. Donc mon empreinte à moi pour ma vie privée, elle est à peu près 2 fois plus basse que la moyenne des Français. Et elle est plus basse parce que j'ai une toute petite maison, donc elle fait 75 mètres carrés, on était 4, donc en fait c'est pas très grand pour la France, qui est plutôt bien isolée. On a isolé le toit en fait. Et puis elle est chauffée à l'électricité, donc pas au gaz ou pas au cuivre. Ça fait moins d'effet de serre. Ensuite, pour venir travailler, je viens à vélo électrique. J'ai 25 km aller-retour chaque jour. Et donc, ça, c'est pas mal pour moi parce que d'abord, ça me garde en forme. Ça évite de payer un abonnement pour faire du sport ou quoi que ce soit. Ensuite, je suis pas dans les bouchons. En région parisienne, il y a toujours des bouchons monstres. Et comme j'ai un itinéraire à peu près sûr, je suis à l'heure. Et puis ça me fait une soupape de décompression entre mon travail et ma famille. Et donc ça m'a permis de réduire mes émissions de gaz à effet de serre pour mes déplacements. Après, ce que je peux dire aussi, c'est que je suis devenue végétarienne. Donc ça n'a pas été simple, parce que moi j'ai d'une famille où la viande, c'était le truc central des plats de la culture, de la gastronomie familiale. Mais donc c'est venu pour moi avec cette histoire d'empreinte sur l'environnement, puis aussi pour mes filles. Par rapport à leur sensibilité à la souffrance animale. Donc du coup, ça a été un gros truc. Alors mon mari, lui, il n'aime pas du tout, parce que du coup, je cuisine végétarien. Donc c'est un carnivore frustré. Mais c'est pour illustrer que voilà, c'est pas non plus quelque chose d'évident.
Et du coup, maintenant, quand on fait en famille, on fait des choses à la carte. Donc, par exemple, je sais pas si on fait un couscous, parce qu'on en fait souvent. On va faire la semoule, les légumes, et on va faire en fait des options avec des boulettes ou des espèces de fausses saucisses végétariennes, et la version carnivore pour ceux qui aiment bien la viande. Comme ça, chacun fait à la carte, et donc ça reste un plat qu'on partage. Et après, donc ça c'est pour ma vie privée. Et après, pour ma vie professionnelle, c'est pas évident, parce que dans mon travail, donc il y a des campagnes polaires de terrain. Bah, si vous voulez aller au Groenland ou en Antarctique, c'est avion, bateau, donc c'est énergie fossile. Et même chauffer des endroits dans des régions froides, c'est du fioul en fait. Donc c'est des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, la France, elle est en train de rénover les bases polaires françaises en Antarctique pour faire en sorte qu'elles soient mieux isolées, qu'elles consomment moins. Après, il y a comment on fait évoluer les bateaux utilisés pour ces campagnes, pour qu'ils soient de plus en plus performants. Ça va prendre du temps. Hein. Et après, donc sur les réunions internationales, alors ma stratégie, elle est très simple. Quand c'est obligatoire, j'ai pas le choix, j'y vais. Mais j'essaie de trouver en fait les avions les plus récents qui consomment moins dans les compagnies aviation. Après, donc en Europe, quand c'est moins de 7 heures en train, je prends le train, tout le temps. Voilà, donc en fait, je prends plus l'avion en Europe, hein, quasiment. Pour mes déplacements professionnels. Après, donc quand on m'invite à faire par exemple des conférences comme vous faites là, vous voyez, eh ben je dis visio. Donc je le fais avec le Japon, je le fais avec les États-Unis. Ça m'évite moi d'y aller, d'avoir le décalage horaire et tout le reste, pour juste parfois des réunions très courtes. Mais de temps en temps, on est obligé d'avoir des réunions avec les différents participants de projets ou autres, parce que ça ne se remplace pas complètement, en fait. Ce qu'on peut mettre au point dans une réunion avec plein de gens par rapport à une visio.